2 jours après la fête du travail, marquée une nouvelle fois par un chômage de masse, 5 600 000 chômeurs sur l'ensemble du territoire et toutes catégories confondues, de nouveaux records du nombre de chômeurs de longue durée, et alors que la conjoncture est meilleure et que d'autres économies européennes redémarrent, une fête du travail également marquée par la désunion syndicale, eh bien nous nous posons la question, contre le chômage, a-t-on tout essayé? Comment redonner confiance aux chefs d'entreprise? Pourquoi la France est-elle à la traîne, si elle l'est? Nous allons poser ces questions ce soir, non pas à un, mais à 2 invités, 2 experts aux idées très tranchées qui ne sont pas d'accord sur les mesures à prendre. Dominique Méda, bonsoir. Bonjour. Sociologue, philosophe, spécialiste des questions liées au travail et à l'emploi, ce n'est pas la même chose. Et Jean-Olivier Hérault, bonsoir. Vous êtes économiste, notamment professeur à Paris 1, à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous allez débattre, défendre vos points de vue. L'objectif est quand même d'éclairer nos téléspectateurs, peut-être même de les convaincre et de faire avancer les idées. C'est ce qu'on aime faire sur ce plateau. Mais avant de vous faire intervenir, ce petit rappel, écoutez. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Avec 150 000 emplois d'avenir pour les jeunes les plus éloignés du marché du travail, c'est fait. Avec les contraintes de génération qui permettront de lier l'expérience du senior avec l'espérance du jeune. Ils prendront effet dès demain. Ce cap sera tenu contre vents et marées. Je n'en dévierai pas, non par obstination, mais par conviction. C'est l'intérêt de la France. Alors, cap fixé donc le 31 décembre 2012, cap dont il ne déviera pas, c'est ce qu'avait indiqué François Hollande, mais pour l'instant, cap non atteint, l'inversion de la courbe du chômage. On va en parler évidemment longuement dans cette émission, puisque c'est le problème numéro 1 des Français. Mais peut-être un rapide diagnostic de votre part avant. Je vais commencer avec vous, Jean-Olivier Hérault. Pourquoi la France ne décolle pas, selon vous, alors que c'est le cas d'autres économies comparables en Europe ? La France ne décolle pas pour des raisons, je dirais, assez conjoncturelles, d'ajustement budgétaire. On a des politiques qui sont tournées plutôt vers restriction de la demande, dépenses publiques réduites, dépenses sociales d'abord. D'abord, il y a eu des augmentations d'impôts très fortes. Donc ça pèse sur la demande globale, donc ça pèse sur l'activité économique, c'est certain. Mais plus fondamentalement, nous avons depuis déjà plus de 30 ans un déficit de croissance par rapport à tous nos voisins européens, à partir du nord de l'Europe. Et ce déficit de croissance, eh bien, il demeure parce que nous n'avons pas inversé, non pas simplement la courbe du chômage, nous n'avons pas inversé la tendance qui fait que nous avons moins de croissance, moins de création d'emplois, parce que nous n'avons pas inversé les politiques, disons, malthusiennes, que nous avons depuis maintenant 30 ans en France. 30 ans qu'on est à la traîne, Dominique Méda, ça veut dire que le problème est beaucoup plus structurel que conjoncturel, finalement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Olivier Hérault, c'est-à-dire qu'on a eu un problème d'étouffement de l'activité. En même temps, d'après ce qu'on nous dit, on devrait repartir bientôt, puisque l'OFCE parle de 1,6% de croissance en 2015. Même si moi, d'autres sont déjà repartis. Absolument. Même si moi, je suis très méfiante par rapport à cette obsession du PIB, qu'on se fixe uniquement sur l'indicateur PIB pour juger de la réussite du pays. Après, je pense qu'il faut faire très attention. Je vais dire quelque chose de bizarre, mais faut peut-être pas comparer tout le temps et n'importe comment. Par exemple, on se compare tout le temps à l'Allemagne en ce moment. On dit, ça y est, l'Allemagne a tout gagné. Bon, l'Allemagne a une démographie qui est radicalement différente de la nôtre. Et puis nous, on est coincés entre des gens qui ont joué sur la baisse des salaires. Et donc là, on ne peut pas faire grand-chose, à moins de faire la même chose, nous, mais ça ne me semble pas la bonne solution. Et puis l'Allemagne qui a continué à investir sur les biens d'équipement, l'automobile, et qui a gagné à plein sur la demande des pays émergents. Donc attention aux comparaisons. Comparaison n'est pas raison. On va faire une comparaison tout à l'heure, justement, entre la France, l'Allemagne et puis l'autre modèle dont on nous parle, qui est le modèle britannique. Mais d'abord, la question du chômage. Les chiffres du chômage, les derniers chiffres du chômage sont tombés cette semaine. 15 400 demandeurs d'emploi en catégorie A de plus. C'est une hausse de 0,4%. Donc ça fait à peu près 3 300 000 chômeurs en catégorie A. Et sur l'ensemble des catégories, 3 500 000 précisément, sur l'ensemble des catégories, sur l'ensemble du territoire, parce que ça c'est le chiffre métropolitain, eh bien ce sont 5 600 000 personnes qui sont en demande d'un emploi. Bon, tout va mal? Non, pas vraiment. C'est ce que dit Jean-Marie Le Guen. On va l'écouter, puis on écoutera ensuite Claude Guéant. Regardez. Ce n'est pas un bon résultat.
Et en même temps, ça change pas nos analyses, notre détermination, notre conviction. Nous savons que la croissance est en train de repartir et que l'emploi vient une fois que la croissance est elle-même réinstallée. Notre politique économique portera ses fruits et François Hollande sera notre candidat. Nous atteignons là un record historique. Enfin, un cap est franchi. Jamais dans l'histoire de France, on n'avait eu autant de chômeurs. Depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir, il y a 615 000 chômeurs de plus. Donc c'est manifestement un échec. Alors, deux questions par rapport à cela. Du coup, je vais commencer par vous, Dominique Méda. Jean-Marie Le Guen dit il nous faut de la croissance. La croissance, c'est des emplois, mais pas toujours. Alors, on peut avoir de la croissance et pas d'emploi. Une croissance qui génère des inégalités et aucune reprise d'emploi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, il me semble que, certes, à très court terme, on a l'impression qu'on a absolument besoin de croissance pour sortir du marasme social dans lequel on est. Mais il me semble qu'à moyen terme, sachant les événements climatiques et, je dirais, globalement écologiques qui nous menacent, il faut absolument s'appuyer sur d'autres indicateurs. Donc, cessons d'être obsédés par la croissance. Utilisons l'Assemblée vient de voter une nouvelle loi qui adopte l'idée que maintenant on va raisonner avec d'autres indicateurs à côté du produit intérieur. Bon, mais ce faisant, je ne fais pas une pirouette. C'est vrai que la situation est quand même absolument catastrophique. Et moi, je pense qu'on n'a absolument pas tout essayé. C'est-à-dire qu'on a vraiment encore des choses à faire que nous n'avons jamais essayées. Et quand Claude Guéant dit depuis l'arrivée de François Hollande, il y a 600 000 chômeurs de plus. Bon, est-ce que ça aurait été très différent avec une présidence Sarkozy? Certains, à gauche, reprochent à François Hollande de mener finalement la même politique. J'ai l'impression que les politiques, en effet, ne sont pas absolument différentes. Je crois que tout ça vient quand même d'un point extrêmement clair, qui est les contraintes européennes que l'on s'est fixées, avec cette affaire de 3% à respecter, qui a complètement étouffé l'activité. Donc je pense que là, c'est un point que et Hollande et Sarkozy ont accepté. C'est peut-être ça le point gênant. Jean-Olivier Ayrault. Je partage l'avis qu'on n'a pas tout essayé et ce qu'on a essayé nous a conduit à la situation actuelle. Donc non pas le fait qu'on ait un chômage relativement fort. Le point le plus important, c'est que depuis 30 ans, nous n'avons jamais baissé en dessous de 8%. Nous avons un taux de chômage structurel, donc en moyenne, très important en France, beaucoup plus important que dans les autres pays européens. Jamais en dessous de 8% de la population active depuis 30 ans. Et ça, c'est ça le problème de la situation. Alors, évidemment, exacerbé par la situation, je dirais, de la crise européenne qu'on connaît actuellement. Mais le point essentiel sur lequel il faut revenir et jamais perdre le fil, c'est pourquoi sommes-nous dans cette situation-là. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons essayé des choses, mais tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est quoi? Ça veut dire que nous avons fait, en fait, le partage du travail. Le partage du travail nous a emmené, effectivement, dans une situation d'inactivité très forte, qui nous amène à des heures travaillées beaucoup plus fortes que dans le reste des pays développés. 20% de réduction, ce qui fait qu'on a un modèle social très généreux et qui, de certaine façon, augmente du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, des dépenses de santé, qui est financé par le travail. Et nous avons réduit les heures travaillées. Et ça fait s'envoler les taux de prélèvement obligatoires, la dette sociale, mais surtout les prélèvements obligatoires qui sont beaucoup plus importants que les autres pays et qui pèsent in fine sur la création d'emplois et donc sur le chômage. Ça, c'est la première raison. Et les autres raisons qui se multiplient, c'est que le SMIC en France est relativement trop élevé par rapport au développement de nouveaux métiers, de nouveaux services qui pourraient se développer beaucoup plus en France et qui ne se développent pas à cause du problème du coût du travail. Nous avons un modèle qui aussi, on a refusé la flexi-sécurité, on a refusé finalement de mettre en place un modèle qui permet de faciliter le licenciement pour mieux créer des emplois, une meilleure formation professionnelle, une meilleure assurance chômage. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'en France, depuis maintenant 30 ans, eh bien, nous avons un taux de chômage beaucoup plus important que dans le reste du monde. Vous estimez que la France, je vous cite, fait le choix de l'inactivité et donc celui du chômage. Et donc, elle a plus de chômage. Là qu'elle a fait souvent le choix d'une activité, par exemple sur les pré-retraites, pour faciliter le départ des seniors au nom de l'emploi des jeunes. Elle a fait les 35 heures et avant les 39 heures et la 5e semaine aussi pour réduire le chômage. Non pas pour avoir plus, et ce que dit Dominique Méda, pour avoir plus, je dirais, de bien-être, et ça pourquoi pas, mais ça a été fait au nom
de la baisse du chômage. Et ça, c'est une vision complètement erronée. Pourquoi? Parce que le monde s'est transformé. C'est-à-dire que nous avons des baisses, effectivement, certains travails qui disparaissent, mais pas le travail en général. Le travail s'est recomposé sur le travail très qualifié dans la nouvelle économie, mais aussi sur des nouveaux services à la personne, par exemple, qui est faiblement productif. Donc le monde se recompose, le travail n'est pas tué par la machine, et nous avons réduit le travail à tous les étages, alors qu'il a fallu finalement faciliter cette réallocation de l'emploi, et surtout pas charger la barque par la direction. Donc on n'aime pas le travail en France, Dominique Méda? Alors, bon, je réponds tout de suite à votre question. On aime énormément le travail. Cette idée qu'on n'aimerait plus la valeur travail depuis les 35 heures est totalement fausse. On est un des pays au monde où les gens disent le plus que le travail est très important dans leur vie. Et ça n'a jamais baissé, au contraire, ça a augmenté. Mais un des pays, si l'on en croit Jean-Olivier Ayrault, où l'on travaille le moins. Alors, trois réponses à Jean-Olivier Ayrault. Un, sur le partage du travail. Vous dites, on n'a pas, ça a été une catastrophe, etc. Totalement faux. Le dernier rapport de l'Assemblée nationale, qui fait enfin un bilan serein sur les 35 heures, nous montre que, je résume, ça a été la mesure de politique d'emploi la moins coûteuse qu'on ait jamais mise en place. On a, entre 1998 et 2002, créé 2 millions d'emplois. La RTT elle-même a créé 350 000 emplois. Qui ont permis de remettre des gens. Et après, cette histoire qu'on travaillerait moins, mais c'est absolument pas vrai. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Aujourd'hui, en durée hebdomadaire et en durée annuelle, en France, nous travaillons plus qu'aux Pays-Bas et qu'en Allemagne. Nous travaillons plus qu'en Allemagne. Et ça, c'est quand même absolument déterminant. Et pourquoi? Des instituts comme Rexecode qui nous disent qu'on est des fainéants, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent des salariés à temps complet. Donc, on compare des salariés en général masculins, des durées de travail à temps complet. En effet, en Allemagne, la durée de travail à temps complet est un petit peu plus longue que celle des travailleurs français. Mais quand vous ajoutez les temps partiels, c'est-à-dire les femmes, en gros, eh bien, vous vous rendez compte que temps complet plus temps partiel, en fait, nous continuons à travailler plus longtemps en France. Ce que vous nous dites, c'est qu'en Allemagne, il y a moins de gens qui travaillent à temps complet? Il y a plus de temps partiel et de petits temps partiels très courts, très mal payés, précarisés. 8 millions de mini-jobbers. Jean-Olivier. Ça, c'est extrêmement important de revenir sur l'expérience de la comparaison France-Allemagne. Effectivement, les Allemands, sur l'année, travaillent moins en moyenne à cause ou grâce au temps partiel. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'on a créé des emplois à temps partiel. Et en France, on a réduit le temps de travail légal, ce qui fait qu'à la fin, la raison qu'on ait beaucoup moins d'emplois et de création d'emplois en France est ici. On a refusé, d'ailleurs ça a été dit à demi-mot par Dominique Méda, on voit bien cette appréciation très négative par rapport au temps de partiel. Le temps de partiel est meilleur qu'un temps d'inactivité. Parce qu'un temps partiel permet effectivement de travailler et de faire rentrer des cotisations sociales, de financer le modèle social, alors que le temps d'inactivité, évidemment, c'est un temps qui ne produit pas de richesse et qu'il faut financer par ailleurs par la richesse produite. Oui, mais travailler peu et donc ça, c'est extrêmement important. Travailler peu pour gagner peu, c'est mieux que ne pas travailler du tout. Non, mais les deux pays ont réduit exactement de la même manière leur durée de travail. Non, pas de la même façon, exactement justement. De la même façon. Non, mais non, justement. Il y a un par le temps partiel et l'autre par la réduction du temps de façon uniforme. Mais c'est pas ça qui compte. Pardon. Non. Alors, attendez. On a baissé en nombre d'heures, d'accord, sur 15 ans. On a baissé exactement de la même manière. D'autant. Dans un cas, on l'a fait par la durée légale et dans l'autre cas, par le temps partiel. Pourquoi je dis... Le temps partiel n'a pas été décidé par l'État. Le temps partiel a été décidé par les entreprises et les salariés. Pourquoi je dis que c'est mieux? Parce que derrière, il y a la question de l'égalité homme-femme. Sur qui a pesé ce temps partiel, ces petits temps partiels? Sur les femmes. C'est les femmes qui, en Allemagne, travaillent dans les services, sur des petits temps partiels mal payés. Et nous, on a préféré, et on a bien appelé ça la déprécarisation du temps partiel. En France, on a préféré essayer d'organiser la convergence du temps de travail des hommes et des femmes, et c'est hyper important si on veut promouvoir l'égalité homme-femme. On a quand même encore aujourd'hui une grande majorité du travail précaire et du travail à temps partiel qui est dévolu aux femmes. On en a encore en France. Donc on en est loin de cette égalité. On a les 18% le temps partiel contre 27% en Allemagne. Comme toujours, je disais tout à l'heure, on a à la fois donc l'inactivité et le chômage, on a à la fois le temps partiel des femmes et le temps réduit sur le temps légal. Et il faut bien comprendre, encore une fois, que c'est pas du tout la même chose, même si à la fin on arrive sur cette moyenne qui est toujours mise en avant. Mais la façon d'opérer, d'arriver à ce résultat n'est pas du tout le même. En effet. On a effectivement d'un côté une réduction pour tout le monde de façon uniforme du temps de travail sur les temps complets, même pour ceux qui pourraient travailler plus, qui souhaiteraient travailler plus. Et par ailleurs, on a en Allemagne effectivement des créations d'emplois dont on peut juger après effectivement qu'elles sont
précaires. On peut discuter de ces bad jobs dont on parle parfois, mais c'est une création d'emplois. Mais ce sont une des création femmes, d'emplois ce sont qui des crée... femmes qui ne pouvaient pas travailler. Encore une fois, les femmes en France, on le sait très bien, sont souvent en situation d'inactivité. Donc on a en situation maintenant... Les femmes en France sont parfois en situation d'inactivité. Parfois, oui, mais pas souvent. A subi, vous de moins oui. en moins. De moins en moins. On voit bien bien sûr qu'il y a une entrée des femmes sur le marché du travail tout à fait souhaitable et qui se réalise. Mais encore une fois, en Allemagne, on a créé du travail en réduisant, je dirais, le temps annuel. Mais on a créé du travail. Et c'est toute la différence avec la France. On n'a pas créé toutes les études en France ont montré que s'il n'y avait pas eu la baisse des cotisations salariales, donc l'augmentation finalement des subventions au travail données aux entreprises, il n'y aurait pas eu d'effet des 35 heures. Donc en fin de compte, on a obtenu... Non, ça c'est complètement faux. Bien sûr que si. Mais non, on revient toujours avec une seule Alors attendez, parce qu'on va s'y perdre. Le rapport de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut considérer qu'il met un point final à toutes ces querelles? Bien sûr que non. Les querelles sont mises sur un point final lorsqu'il y a des études statistiques sérieuses. Mais elles ont rassemblé, elles ont fait le point sur la totalité des études statistiques. Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur vos désaccords? Il y a une question philosophique de conception du travail et de l'utilité du travail. Est-ce qu'il vaut mieux, parce que ce que j'entends en écoutant Jean-Olivier Hérault, est-ce qu'il vaut mieux travailler peu, travailler mal en étant mal payé que ne pas travailler du tout? Je crois que le problème se pose pas du tout comme ça. Je reviens. Mais c'est une divergence fondamentale entre vous, manifestement. Il y a une division des rôles radicalement différente de chez nous. En Allemagne, les femmes ne peuvent pas à la fois avoir un enfant et être au travail. Donc elles ont moins d'enfants, donc leur démographie est en baisse. Ils sont à 1,3. C'est une situation absolument catastrophique. Donc franchement, je crois qu'il vaut mieux être en France de ce point de vue-là. Je ne sais pas comment ils vont faire pour leur retraite, mais bon. Donc c'est ça la question. Et en effet, avec ce temps partiel, on a un certain nombre de femmes qui ont pu travailler un peu le matin, alors qu'il n'y a pas d'école l'après-midi, etc. Je crois que ce n'est pas une question philosophique, c'est une question de voir comment les deux pays, le jour où les femmes... Mais alors, répondez à cette question. Alors, quand même. Votre point de vue, est-ce que quand même, quand on est dans un pays comme la France, où il y a 5 600 000 chômeurs, est-ce qu'il vaut mieux, pour eux, un travail peu rémunérateur, avec peu d'heures dans la semaine, que pas de travail du tout? Je pense qu'en disant ça, on détricote la totalité du droit du travail en Europe. Maintenant, la compétition se fait sur le détricotage du droit du travail en Europe. Donc, on a une spirale de précarisation et je pense qu'il ne faut absolument pas faire ça. Alors, il y a des tas de moyens pour faire autrement. La question de la remise en cause de notre modèle social, dont vous parlez, Jean-Olivier Hérault. Ce qui est presque implicite dans ce que dit Dominique Méda, encore une fois, c'est qu'il n'y aurait pas d'arbitrage. On pourrait avoir, finalement, ce ne serait pas coûteux, à la fin, in fine pour le modèle social, d'avoir autant d'inactivité, autant de réduction des heures travaillées et se priver de ces temps partiels. Encore une fois, il ne s'agit pas de le faire comme à l'allemande. Je pense que moi, en tout cas, le point important, je le dis dans mon ouvrage, je pense qu'il faut le faire en ayant un niveau de salaire minimum, celui qu'on a en France, mais en gardant le fil des politiques d'exonération des charges sur les très bas salaires, ce qui est un peu. Et donc par rapport à ça, il faut aussi avoir des politiques qui sont d'incitation au retour en emploi en faisant une vraie réforme, effectivement des minima sociaux, des minima sociaux, la PPE, la PPE, il n'y a pas d'emploi. Il y a des emplois. Encore une fois, on peut pas dire incitation au retour à l'emploi. Il y a des emplois dans tous les pays qui prennent les bonnes mesures pour qu'il y ait des emplois. La France continue à penser qu'il n'y a pas d'emploi. Vous pensez encore une fois qu'il n'y a pas d'emploi. Dans tous les pays, il y a des emplois. Ils se recomposent. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Ça a été étudié par beaucoup d'économistes. C'est très important de comprendre ce qui se passe depuis 30 ans. Mais c'est extrêmement important. Évidemment, si on ne veut pas, parce que la polarisation, c'est quoi en gros? C'est que le monde de l'industrie, le monde des employés, évidemment, subit l'informatisation, pour faire simple, les chaînes de montage, la robotisation, et que le monde du travail se recompose dans la nouvelle économie, dans les hautes qualifications, mais aussi dans tous ces services à la personne, et non pas parce que, je dirais, ce sont les entreprises qui le souhaitent, c'est parce que nous, consommateurs, nous le souhaitons, avoir ces nouveaux services. Eh bien, nous refusons en France, pour l'essentiel, et vous refusez apparemment, encore une fois, eh bien, de créer ces emplois. Mais pas du tout, qui sont forts ici, parce que ces emplois, on le sait, encore une fois, ces emplois sont parfois à temps partiel, et là, vous allez dire que vous n'en vouliez pas. Pourquoi? Mais pourquoi on le fait? Le salaire minimum en France est très, très, très élevé par rapport à 1130 €, très,
relativement... 1130 Et bien sûr, On va en par rapport parler, à tous les Jean-Olivier Hérault. Gardez-en sous la semelle. Et j'emploie ce mot à dessein puisqu'on va parler de des remèdes de cheval de Christian Noyer. Mais avant d'entendre le gouverneur de la Banque de France, une question à tous les deux. On va plutôt vous écouter, Dominique Méda, parce que vous avez un peu moins parlé pour l'instant. Est-ce que le chômage de masse, c'est une plaie à laquelle il faut s'habituer en France? Est-ce que le chômage de masse, c'est une donnée désormais incontournable? Ça fait 30 ans qu'on y est, 35 ans. Non, c'est pas du tout quelque chose à quoi il faut s'habituer. C'est une catastrophe absolue. Et je crois qu'en effet, on n'a pas mis les mesures qu'il fallait en place. Alors, personnellement, je pense qu'il faut encore plus partager le travail, précisément parce que non seulement c'est un très bon outil pour créer des emplois, mais aussi parce que ça promeut l'égalité homme-femme. Et je pense aussi que dans la reconversion écologique à laquelle on doit absolument maintenant, dans laquelle on doit s'engager, ça, ce sera normalement créateur d'emplois. Alors, je voudrais qu'on écoute avec nos téléspectateurs les propositions de M. Noyer, qui est le gouverneur de la Banque de France et qui répondait aux questions de Jean-Pierre Elkabbach cette semaine sur Europe 1. Écoutez le Christian Noyer. Il faut réformer hardiment. Il ne faut pas se poser des questions sur tous les articles de la loi Macron en essayant de minimiser leur effet. Il faudra au contraire amplifier leur effet. Il faut briser les tabous. Exemple, les seuils sociaux. Est-ce que vraiment on veut baisser les bras? Exemple, le contrat de travail. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas progresser dans l'unification du contrat de travail? On sait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas facilement de CDI. Est-ce que le SMIC, on veut continuer à avoir quelque chose d'aussi rigide, qu'on revoie les mécanismes d'indexation qui sont trop rigides, qu'on réfléchisse à la régionalisation, qu'on réfléchisse à un SMIC plus réduit, temporaire pour les jeunes non qualifiés, pour les aider à entrer sur le marché du travail. Jean-Olivier Hérault, totalement d'accord? Non, totalement. Sur l'essentiel, oui. Je pense qu'il suffit de regarder les différences, notre modèle économique et social par rapport au reste du pays de l'Europe. Ils se sont tous réformés dans les années 90 dans ce sens-là. Ce qu'on appelait le workfare, passage du welfare au workfare, c'est à peu près cela. Un modèle social qui ne peut se sauver que par le travail et en n'y regardant pas, en se bouchant le nez par rapport à certains types d'emplois. Je crois que là, le modèle social français, c'est ne pas reconnaître qu'il y a effectivement des arbitrages, que ça coûte effectivement d'avoir un salaire minimum assez élevé, bien sûr par rapport à ceux qui le touchent, de dire qu'il est très élevé, on ne comprend pas très bien ce qu'on veut dire par là. Ça veut dire que simplement, par rapport à certains métiers qui ont de faible productivité, une faible rentabilité, un salaire minimum relativement élevé, pèse sur l'emploi. Donc il y a un arbitrage. Donc on peut continuer à préférer un salaire minimum relativement élevé et avoir un chômage des jeunes effectivement aussi élevé. Mais encore une fois, ce n'est pas en croyant qu'en augmentant le salaire minimum, en augmentant les salaires, ce qu'on entend parfois dans une logique keynésienne mal comprise, eh bien qu'on va augmenter la demande, augmenter l'emploi, et réduire le chômage. C'est pas du coup comme ça que fonctionne l'économie sur le long terme. Dominique Méda, je ne demande pas si vous êtes d'accord avec ce remède de cheval. Non, mais on entend là maintenant. Proposé par Christian. Bon, sur le SMIC qui est trop élevé, donc 1136 € net dans la poche du salarié. Est-ce qu'on peut franchement dire que c'est trop élevé? Et puis, si on le baisse, qui va le financer? Est-ce que ça va être encore les ménages? Est-ce qu'on va réduire les dépenses de l'État? Voilà, comment est-ce qu'on va faire ça? Vous avez la réponse, parce que le partage du travail nous a emmené à un salaire minimum relativement élevé, comme vous le savez, et ça a été financé par les ménages. Le 20 milliards effectivement d'aide aux entreprises pour accompagner le temps de travail réduit, eh bien, c'est effectivement faire croire aux Français qu'on a maintenu les salaires. Pas du tout. On a maintenu les salaires nets des impôts, de la taxe. Donc finalement, c'était faire croire aux Français qu'on pouvait gagner autant en travaillant moins. Ce n'est pas vrai au niveau global. Évidemment, même au niveau individuel, on ne travaille pas moins. Bien sûr que si. Ça a joué d'une heure et demie en tout sur la durée du travail. Bien sûr que si. Le temps de travail a été réduit, les heures de travail ont été réduites, et donc on a forcément augmenté le niveau des prélèvements pour financer le prélèvement. Je voudrais revenir à ces fameuses créations d'emplois. Et pourquoi on serait obligé de les faire à temps partiel? Moi, je suis tout à fait volontaire pour qu'on crée 1 million de places en crèche, par exemple, dont on a absolument besoin pour permettre aux femmes de travailler. Mais l'État a déjà... Donc c'est à temps partiel, il faudrait que ça soit à temps partiel. Non, pas forcément à temps partiel, mais encore une fois, pourquoi financer à temps partiel? Il y a des besoins sociaux. Les économies allemandes... Là, c'est à moi. L'économie allemande a financé le du temps partiel, parce que les entreprises ont choisi de le faire. Mais elles ont choisi, mais alors, parce qu'une entreprise choisit... Mais alors, d'accord, donc mettons un SMIC à 2,50 €, parce que les entreprises décident que elles ne recruteront pas. Non, mais on ne peut pas raisonner comme ça. Encore une fois, j'ai dit qu'il fallait maintenir le SMIC et simplement baisser le coût. Je reviens sur la deuxième mesure. Je pense que le SMIC, c'est... Vous parlez de créer 1 million de places de crèche et Jean-Olivier Hérault vous demandait comment les financer.
l'ensemble des besoins sociaux qu'on a à satisfaire ou des besoins de transition écologique. Mais il faut le faire avec des fonds publics, français et européens. On augmente encore les impôts. Non mais français et européens. Il faut faire des... Juncker lui-même l'a reconnu, qu'il fallait faire de gigantesques investissements au niveau européen. Par des impôts prélevés au niveau européen. On fera de la création monétaire. Non mais il y a des sujets suffisamment importants. Il y a des sujets suffisamment importants, type la reconversion écologique, pour prendre ce genre de mesures. Maintenant, je viens à l'autre chose. Ce que disait Christian Noyer tout à l'heure, cette histoire de contrat de travail qui serait trop rigide. Mais alors, l'OCDE nous dit ça depuis les années 90. Est-ce que vous avez vu que sur l'indice de rigueur, tout est important, l'indice de rigueur de la protection de l'emploi de l'OCDE, l'Allemagne est beaucoup plus rigoureuse et rigide que nous sur le licenciement et pas sur les contrats. Non. Bon, donc... D'accord. Et donc, je continue. Il est totalement faux que ce soit difficile de se séparer d'un salarié en France. Rupture conventionnelle, 1,7 million. 1,7 million ruptures conventionnelles. On se sépare hyper facilement d'un salarié quand les deux parties sont d'accord pour se séparer. Maintenant, c'est la rupture conventionnelle. J'ai fait une étude. C'est plus nombreuses maintenant. Le problème de la création... le problème de la création d'emplois par rapport à ça, c'est justement dans la crainte quand ça va se passer, effectivement, en situation conflictuelle. Et on sait bien qu'en France, on a beaucoup d'incertitudes sur la justice prud'homale et sur la jurisprudence. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette clause du sérieux du licenciement. Ça veut dire quoi, le sérieux du licenciement ? Encore une fois, encore une fois, il faut regarder des choses sérieusement. Oui, il faut une cause sérieuse, ça veut dire quoi, une cause sérieuse ? Parce que la vie des gens est ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quand le profit baisse dans l'entreprise ? Ou quand le profit va baisser. C'est possible, mais ça s'appelle le licenciement pour motif économique. Et on peut aussi sauvegarder la compétitivité. Justement, par rapport à ça, arrêt SAT, arrêt page jaune, tout est possible. On va voir dans un instant. Tout n'est pas possible. On va voir dans un instant ce qu'en pensent les Français, mais sur ce que disait Christian Noyer, est-ce qu'il faut remettre en cause ou pas les fameux seuils sociaux ? Ces seuils qui, dans les entreprises, en fonction du nombre de salariés, 9 à 10, 49 à 50, si je ne m'abuse. Ça fait partie de la même chose. On crée des instances de représentation du personnel. Sur le code du travail. Alors un jour c'est les seuils, le lendemain c'est le SMIC. On s'acharne sur les règles et on essaie de dire aux gens qu'il faut démanteler les règles et que là tous nos problèmes seront résolus. Non, c'est pas ça. Est-ce que ces règles sont encore adaptées au monde dans lequel nous vivons ? Elles sont tout à fait adaptées au monde dans lequel nous vivons. Il y a des règles. L'Allemagne aussi a des règles. Il y a des vous avez un comité d'entreprise à partir de 5 salariés en Allemagne. Il y a une Mitbestimmung, une codétermination où les salariés ont des moyens d'intervention sur la politique de l'entreprise beaucoup plus développés que chez nous. Oui, il faut des règles. Alors, normal. Puisque nous en revenons à cette comparaison avec l'Allemagne, décidément, est-ce qu'il n'y a pas aussi un état d'esprit en Allemagne, entre employeurs et salariés et entre organisations syndicales, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus progressiste qu'en France ? Et là, je renvoie dos à dos, les deux parties, je veux dire, employeurs et salariés. Donc il y a un modèle qui est beaucoup plus à même d'arriver à un compromis dans l'entreprise, même au niveau de la société. Donc c'est un modèle plutôt apaisé, social, qui a compris, je crois, pour l'essentiel, les fonctionnements du règle de marché, comment fonctionne l'économie de marché, et qui joue au mieux ces règles-là. En France, beaucoup ne les ont pas comprises, ou veulent les remettre en cause, et finalement on arrive à un résultat à la fin qui est contre-productif. Parce que moi, ce que j'ai entendu pour aujourd'hui, j'entends que la création d'emplois, ça va être la création monétaire, ça va être l'augmentation des salaires, des choses qui n'ont jamais été utilisées dans le reste de l'Europe. Ça va être aussi de la redistribution, ça va être aussi de faire payer les entreprises qui ne payent pas leur... Ne mettons pas la redistribution à toutes les... Je pense qu'il faut de la redistribution. Il faut de la redistribution. Il faut veiller aux conditions de travail. Je ne pense pas que la remise en cause des seuils sociaux soit une bonne chose. Il faut s'attaquer aux points essentiels du modèle économique. Les points essentiels, on l'a dit tout à l'heure, je pense que... Prenons l'exemple de la retraite, des retraites complémentaires dont on discute maintenant. On voit bien, encore une fois, et les Français ne comprennent pas, pourquoi on va encore rogner sur les retraites. On va baisser le niveau des retraites, on va augmenter les taux de cotisation. Ça va revenir. Les partenaires sociaux vont faire ce choix-là. L'autre choix possible, pour lequel plutôt je milite, effectivement, c'est d'augmenter l'âge de la retraite, d'augmenter le travail. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la place... Dans un pays où les seniors travaillent si peu, reculer l'âge de départ à la retraite, est-ce que ce n'est pas créer de nouvelles catégories de chômeurs ? Encore une fois, c'est pour ça que nous avons fait ce choix, justement, du non-emploi des seniors, que nous traînons comme un boulet depuis maintenant 30 ans. Eh bien, on voit bien que l'augmentation de l'âge de la retraite, la réforme 2012, après 2014, augmente le taux d'emploi des seniors, et très fortement. Donc on voit bien que le taux d'emploi des seniors, il y aurait l'arme
principal pour augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est l'âge de la retraite. Évidemment, puisque lorsqu'on est à la retraite, on ne travaille plus. C'est tellement évident qu'en France, on ne le voit même plus. Et effectivement, le taux d'emploi des seniors a augmenté, se rapproche de 50% de la moyenne européenne. Parce qu'on a enfin compris qu'il ne fallait pas attendre que l'emploi des seniors augmente pour augmenter l'âge de la retraite. Mais vous allez répondre, Dominique, vous allez répondre, je vous promets. Mais je voudrais aussi qu'on voit ce que pensent les Français de tout cela, avec ce sondage BVA Orange. On leur a demandé ce qu'ils pensaient des 35 heures. Ils ont une vision assez négative du bilan des 35 heures en France. On leur a demandé quand, selon eux, le taux de chômage recommencera à baisser. Ce sera en 2017. Voilà. Les 35 heures ont-elles été une bonne ou une mauvaise chose pour l'emploi ? 57% des Français pensent que les 35 heures ont été néfastes à l'emploi dans notre pays. Et alors, que faire pour améliorer cette question ? Vous le voyez, pour eux, le taux de chômage commencera à baisser durablement après 2017. Que faire pour... sinon inverser la courbe du chômage, en tout cas résoudre un certain nombre de problèmes liés au chômage. Ils sont 79% à penser qu'il faut alléger des charges pour les entreprises. C'est essentiellement le cas des sympathisants de droite. 64%, c'est-à-dire quand même 2/3 des Français qui pensent qu'il faut renforcer les mesures visant à contrôler les chômeurs. Autre mesure, il faut, selon eux, faciliter les licenciements pour les entreprises. À cette question, les 2/3 des Français répondent non. Mais dans ces 2/3 de Français qui répondent non, il y a une majorité de sympathisants de gauche. Et puis, faut-il réduire la durée légale du travail ? Vous voyez, les 3/4 des Français y sont opposés. Je vous laisse répondre donc maintenant, Dominique Méda, à la proposition, la possibilité d'un recul de l'âge de départ à la retraite, mais aussi à ce que disent les Français dans ce sondage. Ok. Sur la retraite, le problème, c'est qu'on a reculé l'âge de la retraite sans mettre en place les conditions qui étaient nécessaires, c'est-à-dire sans améliorer radicalement les conditions de travail et sans faire en sorte que les entreprises aient envie de garder ces personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le taux de chômage des seniors a explosé. C'est quand même ça qui est très important. Et l'ancienneté au chômage des seniors a également explosé. Et il y a un chiffre très important qui vient de l'enquête conditions de travail de la DARES. Il y a 52% des personnes qui disent qu'elles ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à 60 ans. Donc, moi, je veux bien qu'on recule l'âge de la retraite, mais alors il va falloir mettre sacrément des conditions. Maintenant, sur ce que disent les Français. Écoutez, sur les 35 heures qui sont néfastes à l'emploi. Mais il y a eu une telle... C'est déjà pas mal, je trouve, avec l'espèce de machinerie idéologique qui s'est mise en place. Là, ils sont 57% à le penser. Non, mais pour nous dire, il y a eu une véritable machinerie idéologique. C'est fou. Avec une gauche qui a eu honte de ce qu'elle avait fait, qui est quand même catastrophique. Et moi, je reviens, je suis désolée, je ne peux pas dire autre chose que ça. Non seulement ça a apporté, comme vous le disiez tout à l'heure, du bien-être, de l'amélioration de l'égalité homme-femme, plus de temps avec les enfants, avec la famille, etc., qui sont des choses tout à fait importantes. Mais en plus, ça a amélioré les relations sociales et ça a déprécarisé le temps partiel, ça a fait converger les temps de travail des hommes et des femmes et ça a créé des emplois. Non. Mais si, non, je suis désolée. Justement, c'est là qu'effectivement... Mais pardon, est-ce qu'on doit remettre en cause le chiffre de l'INSEE ? Non. Non. Encore une fois, on le mélange avec d'autres choses qui ont été faites pour accompagner. Alors pourquoi a-t-on, si c'était aussi merveilleux de baisser le temps de travail, en maintenant les salaires, pourquoi a-t-on mis ces baisses de charges aussi massives au niveau de... C'était bien avant. C'était bien. Non mais on dit 20 milliards. On va pas faire une dispute de chiffres parce que ça embête tout le monde. Mais on l'a fait parce qu'on a bien en tête. Et les premiers qui ont fait, donc le gouvernement Jospin, la baisse du temps de travail, ont continué cette politique de baisse de charges et l'ont accentuée pour justement compenser sur le coût du travail. Parce que, in fine, ça pèse sur le coût du travail. Et comme on n'a pas voulu que ça pèse sur le coût du travail et sur l'emploi, eh bien on a fait payer le prix des 35 heures sur les impôts, effectivement, de tous, de tous les Français. Et évidemment, à la fin, ils aiment bien que les impôts ont augmenté. Et c'est pour ça dire qu'ils demandent des augmentations. Mais si, mais Dominique Méda, mais si, bien sûr que si. Ces créations d'emplois, mais il n'y a pas eu de création. Encore une fois, des cotisations sociales, des les Français sont bien conscients. Ça a coûté, finalement, pourquoi les Français augmentent-ils milliards. Pourquoi les Français demandent-ils toujours augmentation de salaire? Les Français, la France, parce que les salaires sont bas. Non, les salaires ne sont pas forcément plus bas en France. Ils ont augmenté en France plus fortement que dans les autres pays à un rythme au-dessus de la productivité, ce qui est un problème pour la profitabilité des entreprises. Mais c'est quoi la productivité individuelle ? Et donc après, ce qui est le point important, pourquoi ? Parce que les impôts sont très forts. Et évidemment, comme les impôts sont très forts, en salaire net, l'augmentation des salaires devient nécessaire. C'est pas les impôts, et donc c'est on a tout un modèle sociales. Oui, la masse des prélèvements obligatoires. D'accord. Effectivement, a augmenté très fortement. Et ça, in fine, c'est bien qu'on voit qu'on a toujours financé la baisse du temps de travail
par une baisse du niveau de vie. Et les Français le savent, ils le savent, et c'est pour ça qu'ils sont plutôt maintenant contre cette baisse du temps de travail. Et ils ont plutôt raison. Pourquoi ? Parce qu'en finalement, lorsqu'on les interroge, non pas, je dirais, par des sondages, mais lorsqu'ils ont à décider entre le temps de travail et le niveau du revenu, qu'est-ce qu'ils font ? Mais lorsqu'on pose l'arbitrage au niveau des surcotes, qu'est-ce qu'ils font au niveau des surcotes, au niveau des retraites ? Ils continuent de travailler plus longtemps pour gagner plus de retraites. Lorsque Sarkozy, lorsque Nicolas a proposé les heures travaillées supplémentaires, sur lequel moi je ne suis pas complètement d'accord, c'est bon qu'on puisse dire sur la façon dont ça a été fait. Mais en tout cas, les Français, à 9 millions, ont travaillé de façon supplémentaire des heures. Ils ont besoin d'augmenter leurs revenus. Il y a eu aussi une régularisation. Et ça passe par les heures travaillées. Il y a eu aussi une régularisation des heures qui étaient déjà des choses qui étaient maquillées. Ils ont besoin d'augmenter leurs revenus. La réponse. Mais comment on augmente les revenus ? Pas par la création monétaire de la Banque centrale, par le travail. Non mais d'accord. Par le travail, évidemment. Non mais évidemment. Et pas par l'augmentation. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais pas en le réduisant. Pour l'instant, il n'y a pas d'emploi. Vous disiez tout à l'heure, il y a plein d'emplois. C'est quoi les offres non pourvues à Pôle emploi ? C'est 116 000. Il y a 116 000. Non, mais 116 000 sur 30 millions de créations d'emplois par an. Non, mais voilà. Il y a potentiel. Plein d'économies ont créé des emplois. Toutes les économies européennes ont créé des emplois. Le chômage est à moins de 5% en Allemagne, dans les pays scandinaves. D'accord, mais on peut. D'accord. Mais je suis d'accord. Parce que les politiques économiques, sociales ont été très différentes. Et celles, effectivement, très différentes. D'abord le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro. Et celles, effectivement. Je ne parle pas du Royaume-Uni. Je parle des pays du nord de l'Europe. Je vais vous laisser reprendre votre souffle parce qu'on ne vous entend plus comme vous parlez en même temps tous les deux. D'accord. Puisque vous parlez de Pôle emploi, puisqu'on parlait avec cette question posée aux Français de contrôler les chômeurs, réécoutons ce qu'en disait le ministre du Travail, François Rebsamen, sur le plateau d'ITélé il y a quelques mois. Sa petite phrase avait fait scandale, écoutez-le. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. Comment ça se passerait concrètement, ce renforcement ? Un état d'esprit différent, des convocations et des vérifications. Sinon, on est radié. Il faut qu'il y ait à un moment une sanction. Alors, je ne sais pas si on peut revoir ce qu'en pensent les Français quand on leur a posé la question de plus de contrôle pour les chômeurs. Une majorité de Français pensent qu'il faut renforcer les mesures visant à contrôler les chômeurs. C'est quand même 2/3 des Français. Est-ce que l'idée est maintenant acceptée de tous que les chômeurs trichent, ou en tout cas pour certains d'entre eux? Non mais écoutez, c'est absolument, c'est désespérant. Hein. Il y a quand même de quoi se jeter par la fenêtre là, parce que bien sûr que non, les chômeurs trichent pas. Alors comme partout, comme avec les allocations sociales, toute forme d'allocation, oui, il y a certaines personnes qui essayent de tricher, mais on sait très bien, on les connaît ces taux, ils sont infimes. Donc c'est pas ça, c'est ni la déréglementation totale, ni le flicage des chômeurs qui va nous permettre de renouer avec le plein emploi. Et évidemment, idéal avec lequel je suis absolument d'accord. Mais je pense simplement qu'on doit maintenant rompre avec ce type de solution. Il y en a beaucoup d'autres, on n'en a pas tellement parlé. Jean-Olivier Hérault sur le contrôle des chômeurs. Bon, d'abord, je pense qu'on n'a pas à rompre en France, parce que finalement, c'est pas du tout notre politique depuis 30 ans. Donc on n'a pas à rompre avec cette politique. On a plutôt mis en place un système d'assurance chômage qui, qu'on puisse dire, ne contrôle pas beaucoup. C'est moins qu'on puisse dire. Maintenant, le mot, normalement. En tout cas, le mot, évidemment, tricher est très ambigu. Moi, je ne le reprends pas à mon compte du tout. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des triches, ou on détourne le système. Maintenant, il est vrai, et toutes les études le montrent, la durée du chômage, en moyenne, le temps passé au chômage, dépend du niveau des allocations chômage et surtout de sa durée elle-même. C'est bien évident que si on fait des comparaisons internationales, la durée du chômage dépend en partie en France de cette durée d'allocation qui est de 2 ans maintenant, et voire de 3 ans pour les plus de 50 ans, et qui pèse évidemment sur le retour en emploi. Alors ça veut dire, par rapport à ça, il y a pour faire simple, 2 grandes catégories de chômeurs. Il y a ceux qui ont la capacité de revenir en emploi relativement vite, et ceux qui sont beaucoup plus en difficulté, on peut parler d'employabilité par rapport à ces personnes-là. Les premières catégories, effectivement, pourraient revenir beaucoup plus vite en emploi. C'est vrai pour beaucoup de cadres après 50 ans, c'est vrai pour beaucoup de catégories qui prennent le temps de chercher, mais prendre le temps de chercher, ça peut être bien. Ça peut être bien pour eux-mêmes, évidemment, bien aussi pour les entreprises. Mais lorsque c'est trop, trop, ça veut dire quoi ? Il y en a encore fois beaucoup d'allocations versées, beaucoup de prélèvements prélevés, et à la fin, ça pèse sur l'emploi. Donc je pense qu'il faut mettre en place, revenir en France à une certaine forme de dégressivité. Ça fonctionnait assez bien dans les années 90. En France, on voyait bien que ceux qui pouvaient prendre un emploi, ça fonctionnait très bien même. Mais il faut le faire sur les catégories qui sont, je dirais,
relativement qualifiés. Donc il faut le faire par palier, pas le faire sur un niveau d'allocation chômage relativement faible, mais le faire en tout cas sur l'allocation chômage relativement élevé, qui est le plus élevé en Europe. Nous avons à peu près, on peut toucher 6 000 euros, d'allocation chômage en France, pendant 2 ans. Je pense que si on avait un palier dégressivité, eh bien, pas besoin de contrôle. Je dirais, tout le monde comprendrait qu'il faudrait travailler plus vite, retrouver un travail plus rapidement. Et pour la plupart des Français dans ces catégories-là, c'est possible. Mais vous connaissez beaucoup de cadres qui, oui, qui prennent effectivement le temps, qui optimisent, et qui trichent pas, mais qui optimisent avec le système, bien sûr. Vous connaissez beaucoup de cadres qui ayant retrouvé un emploi, un bon emploi. Moi, je cherche pas à connaître, à pas connaître. Ne le prennent pas comme le héron. Non, je regarde les durées. Et qui partent ailleurs. Non, je regarde les durées. On regarde les durées. Scientifiquement, on fait des comparaisons internationales. Les études toutes montrent. Oui, il y a une. Sans forcément contrôler pour chercher d'éventuels profiteurs du système. Est-ce qu'on ne peut pas au moins améliorer le suivi des demandeurs d'emploi? Ça, c'est complètement autre chose. Alors, dire qu'il faut améliorer, par exemple, l'accompagnement et qu'il faut un plus petit nombre de chômeurs par conseiller, évidemment, on a des endroits où vous avez un conseiller qui a 400 dossiers. C'est impossible de bien suivre. Ça veut dire quoi, bien suivre? Ça veut dire regarder, en effet, si la personne a été cherchée comme il fallait. Et quand je dis ça, c'est, par exemple, les bonnes formations. Parfois, il suffit de pas grand-chose, un petit module supplémentaire pour pouvoir aller prendre un poste à côté, et ça demande du temps, ça demande et donc oui à l'accompagnement, et puis oui à un mot quand même qu'on n'a pas encore prononcé qui est hyper important, à la formation, à la requalification. On a 4% des dépenses de formation professionnelle, donc 32 milliards, 4% seulement qui vont aux chômeurs. Mais allons-y. Alors on parle des pays nordiques. Oui, les pays nordiques, ils accompagnent beaucoup mieux les chômeurs. Donc un petit nombre de dossiers par conseiller, et ils font de la formation, mais massive. La formation tout au long de la vie, massive. Ça, c'est bien. À propos de la formation, on s'est posé la question justement cette semaine avec la remise du fameux rapport emploi 2022, alors qui étudie 10 années d'évolution de l'emploi en France. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, ce qu'on apprend en lisant ce rapport décennal, c'est que l'emploi de demain, l'emploi de 2022 en France, c'est pas forcément celui qui met des étoiles dans les yeux, les start-up, les emplois, des nouvelles technologies, etc. Ce sont des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus terre à terre, comme effectivement les agents d'entretien, l'hôtellerie-restauration, les services à la personne, le fait de s'occuper des personnes du troisième âge, l'enseignement. Est-ce qu'on se pose des bonnes questions en termes de formation par rapport à ce que seront les gisements d'emploi demain, Jean-Olivier Hérault? On doit d'abord reconnaître et enfin bien voir en France que le monde effectivement du travail se recompose selon ces deux modalités très différentes. Effectivement, avec même une grande discontinuité maintenant au centre, une disparition progressive de ces métiers qui étaient au cœur des Trente Glorieuses. Et ça, effectivement, c'est une donnée sur laquelle il faut réfléchir et le prendre véritablement comme une donnée, pas considérer qu'on va pouvoir changer. C'est-à-dire faire en sorte que toutes nos jeunes soient dans ces métiers qui font rêver. Alors, on pourrait bien sûr le souhaiter, mais d'abord, notre système éducatif n'y arrive pas. Alors, évidemment, on peut le réformer, mais 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme. Donc ça, il faut déjà penser à le réformer le plus efficace. Et on pourrait le valoriser aussi. Et puis après deux, comme je disais tout à l'heure, je pense que le point important, c'est que ces nouveaux services, ils ne sont pas imposés à la société. Nous les demandons. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes demandent effectivement ces services à domicile qui remplacent leur mari aussi, pardon. Non, mais pour rentrer sur le marché du travail, il est évident que certaines femmes rentrent, la corrélation est très importante. Donc après, il ne s'agit pas de dire, on a bien compris. Donc le point important, c'est qu'on voit bien cette demande s'exercer, très forte, et en France, et dans le rapport que vous avez cité, il est reconnu que la France n'a pas créé autant d'emplois sur ces emplois que dans le reste de l'Europe. Mais ne donne jamais de raison. Alors je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas recommencer. Parce que je vais recommencer, effectivement, à redire que nous avons un système pour les non qualifiés qui pénalise l'emploi. Et qui pénalise l'emploi, effectivement, par un coût du travail trop élevé. C'est très différent dans les autres pays de l'Europe. Vous l'avez dit, l'Allemagne n'avait pas de SMIC. Pas suffisamment, en tout cas, c'est bien clair. Ah si, l'Allemagne a un SMIC. Maintenant. Mais pas lorsqu'elle a créé des emplois. Mais on n'a pas une formation professionnelle qui s'intéresse aux non qualifiés, parce que la formation professionnelle ne fonctionne pas bien. Le système d'allocation chômage, l'assurance chômage, finalement, fonctionne avec très peu d'accompagnement, mais là encore, vous avez créé des nouveaux accompagnateurs comme ça, bien sûr, sûrement en créant de la monnaie. Sauf qu'il faut le compenser sûrement en diminuant les allocations chômage pour ceux qui peuvent travailler
plus rapidement. Moi, je dois être c'est un système. Il faut retrouver. Non, il faut retrouver un système équilibré. On a terminé. Un système équilibré. Un mot, Dominique Méda. Ah bah là c'est dur là quand même avec moi. Reconversion écologique, satisfaire les besoins sociaux, grands investissements écologiques en Europe, tous ensemble. Merci à tous les deux. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais on a quand même eu plus de 40 minutes de débat et il y a encore des choses à dire. Merci beaucoup à tous les deux. On poursuit 18h politique avec le rappel des titres avec Soisy Boisard et puis Jean-Jérôme Bertolus sera avec nous pour parler de politique plus politicienne. C'est Politique Week-end. À tout de suite.